Bonjour, ici Andrew McInerney, directeur artistique du Studio de musique ancienne de Montréal. Il me fait plaisir de vous présenter les entretiens pré-concert de notre saison spéciale 45e anniversaire. Bonjour, moi je m'appelle Rebecca Bain, je suis la directrice artistique de l'ensemble Scholastica. Bonjour, moi c'est Jean-François Daigneault, je suis membre fondateur, co-directeur artistique de l'ensemble Alchemia. Alors on est ici ce matin pour parler du concert du SMAM qui s'intitule Dévotion et plaisir. Oui, la musique de la Renaissance. Oui, de la musique de la Renaissance, peut-être même un peu plus ancienne que celle qu'on est habitué d'entendre. On recule jusqu'au début de la Renaissance. Oui, c'est ça. Même pour certaines, comme moi qui spécialise dans la musique médiévale, on pourrait dire même la fin du Moyen Âge. Oui, absolument, avec Guillaume Dufay. Dufay. Effectivement. Bon, on va parler de lui un peu plus tard. Il y a tellement de choses à dire en quelques minutes à propos de la Renaissance. Oui, et même à propos des compositeurs qui se trouvent sur la liste des compositeurs pour ce programme. Oui, plusieurs compositeurs, certains connus, certains moins. Guillaume Dufay, Loisy-Compère, Alexandre Agricola, Josquin-des-Prés, Pierre de la Rue. Obrecht, Compère, Agricola, oui, c'est quelqu'un qu'on connaît pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Nicolas Gombert. Jacob Clemens non papa, qui s'appelait non papa pour le distinguer du pape, c'est ça? C'est M. Clemens, mais pas le pape qui s'appelle aussi Clemens. Et même, un personnage un peu surprenant peut-être, le roi Henri VIII d'Angleterre. Le roi Henri VIII qui était compositeur lui aussi. Ben oui, entre ses mariages, ses divorces, ses décapitations... C'est un homme de la Renaissance. Oui. C'était un Renaissance man. Right? Oui, c'est ça. Il trouvait du temps d'écrire de la poésie, peut-être un peu de musique. Dans le fond, c'était un grand romantique, malgré... Probablement. Bref, voilà, vous voyez déjà, on commence à déblatérer, à dire plein de trucs. C'est évidemment une période foisonnante qui s'étale sur à peu près 200 ans, on dirait. Oui. Dépendant de qui on demande 1400 à 1600 ou 1450 à 1650. Mais si on commence avec Dufay, c'est Oui. le compositeur le plus ancien dans le programme, ben lui, il est né autour de 1400. Ben voilà, donc c'est un bon point de départ. Justement, ce Dufay, est-ce que tu peux m'en parler un peu? Alors, Guillaume de Dufay, c'est quelqu'un de très, très important pour la musique, l'histoire de la musique occidentale, puisque c'est lui qui va être à la fois avoir une pied dans la fin du Moyen Âge, en ce qui concerne la composition de la musique, et le début de la Renaissance. On pourrait dire que son œuvre représente une sorte de transition entre le style de la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance. Un peu comme Monteverdi était entre la Renaissance puis l'époque baroque. Oui, un peu comme ça. Et c'est lui qui va, lui et ses collègues, Binchois, Bunois, qui vont influencer des générations après. Et des générations, on parle de générations parce que lui, on dit que il fait partie de la première génération de ce qu'on appelle l'école franco-flamande. L'école franco-flamande, qu'est-ce que c'est ça? Alors, l'école franco-flamande, c'est une série de compositeurs d'origine du Nord, donc un peu différent de la Renaissance, de ce qu'on connaît de la Renaissance d'habitude, de la Renaissance qui commence en Italie avec l'humanisme, Pétrarque et une floraison dans le monde des arts visuels et tout ça. C'est un peu l'inverse pour la musique, puisque on va commencer dans le nord de l'Europe, dans le nord-ouest, dans les pays, la Flamande, le nord de la France, les Pays-Bas. Mais beaucoup d'entre ces compositeurs vont voyager dans le sud. Vers l'Italie. Vers l'Italie. Alors que, normalement, on entend parler de la Renaissance comme un mouvement qui commence en Italie et qui s'en va vers le reste de l'Europe ensuite. On ne peut pas dire que ça commence... Bon, on ne peut pas vraiment dire où ça commence, parce que Dufay, quand même, il s'est fait influencer, non seulement par la musique qu'il a entendue chez lui, à Cambrai. Il était chanteur dans la cathédrale de Cambrai quand il était jeune. Mais aussi, il va entendre les styles italiens, les styles anglaise, d'autres styles, parce que lui, par exemple, et ça, c'est quelque chose de très important pour l'histoire de la musique, c'est que les compositeurs commencent à voyager beaucoup. Pourquoi? Parce que, par exemple, très souvent, ils font partie de la retenue, l'entourage soit de monarques, de personnes, de nobles. Et dans le cas de Dufay, il va voyager, puisqu'il est membre du chœur de Cambrai, avec des ecclésiastiques qui vont au concile de Constance. OK, oui. Et au concile de Constance, il rencontre d'autres
compositeur, probablement, il entend des musiques de l'Angleterre. Il s'est fait influencer par d'autres musiques. Entre autres, je parle de la musique anglaise parce que ça a eu une grosse influence sur la musique de Dufay et après, donc, sur la musique des autres, parce que... Puisque c'est un peu lui qui ouvre la porte vers la composition, la Renaissance. C'est cette musique anglaise qui a une couleur qu'on décrivait comme suave et oui, c'est ça. Douce, on appelle ça la contenance angloise. Exact, oui, la contenance angloise. Pour être technique, c'est l'utilisation un petit peu plus de la tierce. Oui, la tierce, comme aujourd'hui, quand on parle d'un accord majeur, d'un accord mineur, c'est la tierce qui détermine ça. Oui, mélodiquement et aussi polyphoniquement. Donc, alors que avant, pendant l'époque médiévale, la tierce était considérée comme une dissonance, oui, il y avait une hiérarchie. Une hiérarchie, c'était pas les intervalles les plus importants, c'était le quarte et la quinte. Donc, c'est la structure qu'on retrouve chez les anciens, même les Grecs. Donc, dans ce programme de dévotion et plaisir, donc Dufay, il représente les débuts de la Renaissance, mais après, il y a des grands noms comme Josquin des Prés qui représentent, lui, on parle souvent, les historiens de la musique parlent souvent de 5 générations dans l'école franco-flamande. 5 générations de compositeurs qui s'influencent, une espèce de filiation d'une génération à l'autre. C'est ça. Puis, il y a quand même une assez longue liste, mais parmi tous ces noms-là, un des figures le plus important et central, c'est Josquin des Prés. Donc, lui, il va être au milieu de cette école 3e génération. Alors, central au niveau du temps, puis au niveau aussi, de l'importance. Donc, lui, il est né comme une demi-siècle après Dufay. Il est plus actif vers la fin du 15e siècle, début du 16e siècle. Et Josquin des Prés va devenir très, très célèbre dans son temps parce que une chose aussi très importante pour l'histoire de la musique et pour l'histoire de l'Europe en général, c'est que c'est vers cette époque-là qu'on commence à utiliser de l'imprimerie en Europe. Et ce qui fait que, surtout pour la musique de Josquin des Prés, ça va être répandu partout en Europe. On retrouve ces partitions même dans des manuscrits et des livres imprimés un siècle plus tard, et partout en Europe. Donc, ça a un effet très important. Parce que ça peut influencer les autres compositeurs sans qu'ils aient à se déplacer, par exemple. Ils peuvent chanter, analyser, être influencés par des partitions qui leur proviennent dans toutes sortes de pays. Et ça veut dire aussi qu'il y a une sorte de... On parle aussi un peu d'une sorte de démocratisation. C'est pas tout à fait ça, parce que c'est pas tout le monde qui va avoir accès à la musique. C'est pas tout le monde qui va savoir lire la notation musicale, mais ça reste quand même les classes, les nobles, les noblesses, les classes marchandes. Oui, il commence à avoir une classe marchande, donc des gens qui ne font pas partie de la noblesse, mais qui commencent à avoir... Et qui ne sont pas forcément des musiciens professionnels. Mais ils ont des moyens, donc ils peuvent s'acheter des partitions. Ils commencent à avoir... c'est petit à petit quand même, mais il y a quand même un effet. Et chose très intéressante, là je reviens à la composition musicale, parce qu'on va parler aussi d'une démocratisation dans la composition musicale. Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est très intéressant parce que la musique plus ancienne, donc la génération de Dufay, un des plus importantes formes musicale, c'est la chanson. La chanson. Et dans la chanson des premières générations, dans la Renaissance franco-flamande, le style, c'est d'avoir 3 voix, normalement 3 voix. On va rajouter 4, 5, 6 voix petit à petit au cours de la Renaissance. Mais à l'époque de Dufay, ça reste quand même normalement, pour la plupart, 3 voix. Et c'est la voix d'au-dessus, la mélodie, qui chante la mélodie, qui est donc la voix la plus importante. C'est cette voix-là, on appelle la cantus, le cantus. Oui, OK, oui, cantus. Et les 2 autres voix ont un rôle plus d'accompagnement, qui peuvent être chantés ou joués par des instruments. Ah oui. Tandis qu'au fur et à mesure, arrivé à l'époque de Josquin et plus tard, on trouve une démocratisation, si tu veux, dans les voix, dans la structure. C'est-à-dire que la mélodie va être partagée parmi toutes les voix
Par imitation. Par imitation. Qu'est-ce que c'est souvent, l'imitation? c'est une voix qui a un petit bout de mélodie, puis une autre voix qui reprend la mélodie plus tard. Un peu ou comme juste un canon, mais exemple. plus complexe. Oui. Ouais. Et ils vont utiliser beaucoup, les compositeurs de la Renaissance, le canon. Par exemple, je pense que c'est Pierre Delarue qui va utiliser beaucoup le canon. Il va être très connu pour ça. Pierre Delarue qui est aussi... On va jouer... Qu'est-ce qu'on va entendre de lui dans le concert du SMAM? On va entendre une messe qui s'appelle la messe de Tandernacken. Tandernacken. Oui, alors Tandernacken, c'est le titre d'une mélodie flamande, donc c'est en langue flamande, qui raconte l'histoire de deux jeunes filles qui parlent de leur vie amoureuse. mais c'est de la point de vue de l'amant d'un des deux qui les écoute. Oh, wow! Sans qu'elle sache qui les écoute de façon voilà. cachée. Mais pour ce programme-là, on va prendre cette mélodie qui était très, très, très connue partout en Europe, même si c'était à l'origine flamande. C'était très connu par plein de compositeurs qui utilisaient ce petit bout de mélodie, pas forcément avec le texte, pour créer des nouvelles pièces. Entre autres, ici, Pierre Delarue va utiliser la mélodie pour composer toute une messe, donc pour être chantée à l'église. Donc, on va entendre, on va reconnaître cette mélodie-là, mais pas avec le texte, mais c'est plutôt avec le texte d'une messe. Donc, on a cette rencontre du monde vraiment profane. On parle d'une chanson amoureuse peut-être un peu osée, et on s'en sert comme matériel de base pour composer une messe. Oui, on faisait ça très souvent. Les messes, à l'époque, on les composait pour la plupart sur des mélodies qu'on connaissait déjà. Il y a les messes Cantus Firmus, par exemple. Il y en a plein de compositeurs qui ont pris la mélodie peut-être folklorique qui s'appelle L'homme armé. L'homme armé, pour créer plein de messes sur un texte qui est à l'origine profane, qui parle de la guerre. Donc, on se sert de cette mélodie-là et on s'en sert sur la partie que tu as appelée Cantus Firmus. Qu'est-ce que c'est, le Cantus Firmus? Alors, c'est une voix, parfois c'est plusieurs voix dans une messe qui est partagée, une mélodie qui va être partagée entre deux voix ou une voix seule, ou si on écoute la messe, on reconnaît la mélodie. OK. Et donc, ça sert comme de base pour structurer la pièce. Et puis, d'autres voix vont être rajoutées, souvent des voix beaucoup plus élaborées, tout ça. OK. Mais il y avait d'autres manières de composer des canons avec des imitations. Il y avait ce qu'on appelle la messe de parodie, où on prenait carrément des bouts polyphoniques d'ailleurs, qui étaient déjà écrits en polyphonie ailleurs. Il y avait aussi des messes de paraphrase. Donc, on prenait la messe d'un autre compositeur? Ou une chanson. Ou une chanson, oui, OK. Polyphonique. Donc, clairement, il n'y avait pas de droit d'auteur tellement à cette époque-là. C'était plus... C'est sûr que même au Moyen-Âge et jusqu'à assez récent, l'idée de prendre du matériel musical qui existait déjà, qui était d'un compositeur connu ou non, c'était considéré comme un hommage. Un hommage, plutôt qu'un vol. Plutôt qu'un vol. L'idée d'appartenance qu'une personne pouvait être propriétaire d'une idée musicale, c'était comme pas connu à l'époque. Non, c'est ça. C'est très moderne, ça, comme idée. Ah oui, OK. Ouais. Peut-être juste pour terminer notre discussion, je sais qu'encore une fois, on pourrait en parler beaucoup. Juste revenir sur l'idée de dévotion et plaisir. On en a parlé un petit peu, cette rencontre entre le monde profane, le monde sacré, qui était presque, comment je dirais, enchevêtré à cette époque-là. C'était pas aussi divisé qu'on l'entend aujourd'hui. Il y a de la musique sacrée, la musique profane. Oui, aujourd'hui, il faut aller dans une église pour entendre la musique sacrée. Si on veut devenir moine aujourd'hui, on doit se séparer vraiment du monde profane. Mais à l'époque, c'était pas forcément le cas. Les monastères étaient souvent très incorporés dans la vie d'un village ou d'une ville. Puis aussi, le pape était comme une sorte, presque parfois, il avait un rôle presque séculaire dans la vie administrative de oui, OK, d'Italie, donc politique et tout ça. beaucoup d'influence. Mais aussi la vie quotidienne des gens, tout le monde était religieux à l'époque, quasiment. Oui. Et puis, il y avait en tout cas, si on ne l'était pas, il ne fallait pas le dire trop fort. Mais ça n'aurait pas été curieux pour eux de trouver un programme où les deux mondes de dévotion et de plaisir se rencontrent. Donc le Studio Musique Ancienne, en faisant ce programme-là, ne fait pas preuve d'hérésie. Ils font plutôt un hommage, ou en tout cas, ça s'inscrit parfaitement dans l'histoire réelle de cette période de la Renaissance. Oui.
une chose qu'on n'a pas mentionnée, Oui. je pense que c'est important, Oui. c'est qu'il y a aussi des pièces instrumentales Oui. dans le programme. Et plusieurs pièces qui s'appellent aussi Tandernaken. Par exemple, celle qui est attribuée au Au roi Henri VIII. roi Henri VIII. Oui. Qui est une pièce pour lutte, je crois. Une pièce pour lutte, je pense que ça va être joué par plusieurs instruments dans le programme. Donc, une pièce polyphonique que lui, là, il connaissait aussi, lui, la mélodie Tandernaken. Ah oui, comme tout le monde. Ouais. Oui. Et ça, c'est une autre chose. C'est qu'à l'époque, on prenait des pièces connues, des chansons connues, des chansons rustiques, des chansons folkloriques ou même des chansons... grivoises. Ouais. Pour créer des pièces pour instruments. Donc, on enlève le texte, puis on écrit. Et c'est une des choses qui va marquer aussi la Renaissance. Pour la première fois dans l'histoire de la musique occidentale, on va trouver un grand répertoire de musique... purement instrumentale, écrite clairement oui, pour l'instrument. Ce qui est nouveau. Pendant le Moyen-Âge, on jouait des instruments, on jouait des pièces instrumentales, mais on les écrivait pas dans les manuscrits pour la postérité. Mais à l'époque de la Renaissance, il y a vraiment des compositeurs qui spécialisent dans la musique instrumentale. Et la musique instrumentale va prendre beaucoup plus grande place dans la vie de la cour et même dans la musique sacrée. Donc, dans le programme du SMAM, on va entendre, évidemment, la voix prime encore, on va entendre des œuvres a cappella, mais on va entendre aussi des instruments seuls et pour accompagner la voix. C'est bien ça? Oui. Parfait. Ben, donc, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures et des jours. C'est un sujet qui nous fascine et on espère que ça vous intéressera aussi. En tant qu'auditeur potentiel de ce concert, on vous invite à y aller. À boire un bon vin, comme dit Compère dans son œuvre « Nous sommes de l'ordre de Saint-Bambouin ». Puis là où l'ordre me dit de me lever matin, dormir jusqu'à prime et boire du bon vin. Ah bon, ben alors allez prendre un bon vin avant, après... et peut-être pendant, si vous êtes discret, pour le concert Dévotion et plaisir du Studio Musique Ancienne. Rebecca, Bonne écoute. Et Rebecca, ça fait plaisir de parler avec toi ce matin. Ben moi aussi. Puis on se voit au concert. Bye.